Une nouvelle de Lewis Padgett, en direct avec le futur. Je vous capte correctement. Les démarches préliminaires sont accomplies. Je suis maintenant adapté au cadre sociologique de base. Bien, le contact est établi. Des instructions et directives vous seront adressées régulièrement. Coris. Le téléphone sonna. Gardant les yeux fermés, Fletcher décréta qu'il refusait de l'entendre. Il essaya de renouer le fil d'un rêve agréable, mais la sonnerie insistante ne s'arrêtait pas. Sa notion de la durée était déformée par le demi-sommeil et de longues minutes lui semblaient s'écouler dans les intervalles de répit entre chaque sonnerie. Puis c'était à nouveau le crissement strident. Il finit par sortir du lit, se fraya un chemin à travers la chambre et après une brève altercation avec la porte localisa le téléphone. Il souleva le récepteur et bredouilla quelque chose d'inintelligible. « Coris » fit une voix. « C'est vous ?»« Vous avez un faux numéro » grommela Fletcher. Mais avant qu'il eût pu raccrocher, la voix poursuivit. « Bien. Pendant quelque temps, je n'ai pas pu obtenir le contact, sans doute à cause d'un orage temporel, à moins que ce ne soit les cribs qui aient tourné. Vous savez à quel point il est difficile de maintenir une liaison de ce genre. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à répondre ?» Il y eut un long silence. Hébété de sommeil, Fletcher vacillait sur ses pieds, trop assoupi pour se décider à raccrocher. Puis la voix reprit. « Vous ne m'entendiez pas ? Bizarre. Mais maintenant vous m'entendez, n'est-ce pas ? Bon, il serait temps que vous commenciez à prendre des notes pour votre thèse. J'ai une directive à vous donner. Achetez tout de suite des actions de la Transteel. Revendez-les dans 2 jours. Cela vous fournira de l'argent de poche pour vos besoins. » Un nouveau silence, puis... « Oui, mais ne vous faites pas remarquer, souvenez-vous-en. Et si vous pouvez l'éviter, ne fléquez pas les sorkines. » Encore le silence, cette fois plus long. Fletcher, en maugréant contre le mauvais plaisant qui jugeait bon de se livrer à ce genre de facéties, raccrocha et retourna se coucher. Retombant dans son sommeil, il en vint à rêver des sorkines qu'on avait fléquées. Elles ressemblaient à des cornichons vêtus de jolies vestes rouges, mais leurs yeux étaient bleus. À l'heure où tournèrent les cribs, c'étaient d'arachnéennes petites créatures dévalant les plages comme des lemmings, prêts à se jeter à la mer. Fletcher se réveilla avec une migraine et une large gueule de bois. En maudissant intérieurement son imagination, il passa d'un pas mal assuré dans la salle de bain et se ranima les esprits à l'aide d'une douche bien fraîche. Il se rasa, se prépara un breakfast sur le pouce et lut le journal du matin. À la page de la bourse, il nota que les cours de la Transteel étaient à 28,25. Il se rendit à l'agence de publicité où il travaillait, s'absorba dans la confection avortée de croquis pour diverses annonces et eut la chance d'obtenir un rendez-vous avec Cynthia Dale, la rédactrice spécialisée dans la branche modes et parfums. Cynthia était une rousse délicieuse, dotée de goûts dispendieux et d'une capacité d'absorption des boissons alcoolisées qui étonnait toujours Fletcher. Ils se retrouvèrent après les heures de bureau et dînèrent ensemble. Fletcher s'amusa beaucoup. Il eut une légère migraine qui s'estompa dans la soirée et Cynthia se laissa aller plus que de coutume. Il s'éveilla le lendemain matin avec le souvenir brumeux de la tête de Cynthia sur son épaule et de sa voix au timbre rauque, récitant la liste des synonymes d'embaumé. Cette fois, le téléphone ne sonna qu'à 8 heures du matin. À ce moment, Fletcher était occupé à avaler son café, évitant avec soin tout mouvement brusque. Il avait l'impression d'avoir la tête remplie de foin mouillé, bourré, au point d'éclater. La sonnerie subite du téléphone lui fit voir des étincelles. « Oui » bredouilla-t-il en décrochant. « Bonjour, Coris » dit la voix avec entrain. « Bien qu'ici, naturellement, ce soit la nuit. Avez-vous acheté des Transteel » « Et » demanda Fletcher furieux. « Vous avez envie de faire le zouave ou quoi ? Je vous préviens que... » « Alors vendez-les demain » enjoignit la voix. « À 107. Comment trouvez-vous les gens ?»« Je déteste les gens » grogna Fletcher, mais apparemment son interlocuteur invisible ne l'entendit pas.
Le coryza était assez répandu à cette époque. Si nous arrivions à transporter des corps entiers, nous pourrions les inhumer. Mais il faut se contenter de prendre les corps qu'on trouve, bien qu'en général nous nous arrangions pour les choisir en bonne santé. Si vous étiez étudiant en médecine, nous vous aurions donné un corps malade, mais comme votre parti est la socio-économie... Fletcher appuya sur la touche, mais la communication ne fut pas interrompue. Vous en débarrassez, Fit gaiement la voix. Vous prenez la potion suivante. C'est un remède pour le coryza et quelques autres petites choses. Une once de chlorure de sodium, une pincée de levure. La voix continua en énumérant plusieurs ingrédients. Voilà qui devrait faire l'affaire. Au revoir et bonne chance. Pouah, marmonna Fletcher. Il décida de se plaindre auprès de la compagnie des téléphones si cette plaisanterie durait. Entendre tous les matins des fous tenir des conversations à sens unique, c'était là une perspective plutôt déprimante. Rappelé au souvenir du cataclysme auquel sa tête était en proie, Fletcher se propulsa jusqu'à la cuisine où il se mit en quête de jus de tomate. Mais il n'y en avait pas. Au bord de la nausée, il se cramponna au réfrigérateur. S'il ne sentait pas tourner les cribes, en tout cas, c'était tout comme. Il saisit la salière et l'examina pensivement. Du chlorure de sodium. Que diable était la mixture que la voix avait recommandée? Certes, il n'était pas enrhumé, mais il avait mal à la tête, ses os étaient endoloris, et il se trouvait profondément déprimé. Ce mélange ne le tuerait pas. Tout au moins, il l'espérait. Fletcher avait une légère tendance à l'hypocondrie, stimulée peut-être par la cadence croissante de ses migraines. Aussi lui était-il impossible de résister à l'envie d'essayer de nouveaux remèdes. Les différents ingrédients mentionnés par la voix étaient tous à sa disposition, mais il n'avait jamais entendu dire qu'on pût les mélanger. Le résultat était un liquide effervescent de couleur verte, au goût abominable. Fletcher le but néanmoins, ne fût-ce que dans l'espoir de faire s'arrêter les cribes. 10 secondes plus tard, il reposa le verre en battant des paupières et secoua la tête à titre d'essai. Plus rien ne la faisait tourner. C'était impensable. Une cure instantanée pour une cuite monumentale, c'était une chose qui ne pouvait pas exister. Et pourtant, tous les symptômes éprouvés par Fletcher, migraines et autres, s'étaient envolés. Il se sentait en pleine forme. « Ça alors ?» fit-il entre ses dents. Puis il attrapa un papier et un crayon et se hâta de noter la liste des ingrédients, afin d'éviter de les oublier. Il éleva sa main à la hauteur de ses yeux et d'un regard incrédule contempla ses doigts qui ne tremblaient pas. Pas de doute, la personne à l'autre bout du fil lui avait rendu un signalé service. Personne au bureau n'avouerait être l'auteur des coups de fil. La voix était masculine, il savait au moins cela, encore que les intonations rauques de celles de Cynthia eussent pu être trompeuses. Il l'interrogea, mais elle nia tout. Elle semblait de fort méchante humeur. À la considérer, il lui parut que si Cynthia connaissait le remède magique pour venir à bout d'une cuite, elle n'en aurait pas tenu une aussi carabinée. Il y avait sur le bureau de Cynthia un quotidien que Fletcher emporta. Il s'intéressa à la page financière, mais vit que les cours de la Transtyle avaient baissé jusqu'à 25. Et l'ensemble des nouvelles n'indiquait pas que la tendance fût à la hausse. Fletcher haussa les épaules, décida de se contenter du premier don qui lui avait été accordé et commença à dessiner un projet d'annonce pour une marque de bretzel. Le lendemain matin, le téléphone se remit à sonner. « Salut, Coris, » dit la voix. « N'oubliez pas la Transtyle. Les cours vont s'effondrer avant midi. » « Est-ce que vous m'entendez ?» demanda Fletcher. « Eh bien, faites ça, chez vous, mais ne l'emportez pas dehors. C'est un produit qui est dangereux sans contrôle, mais c'est normal, il n'y a pas de raison que vous manquiez de confort. C'est un voyage d'études, ce n'est pas une initiation. » « Et vous ?» plaça Fletcher. « Alors voici l'équation. » Fletcher prit un crayon et nota rapidement ce que la voix dictait. Il ne comprenait pas tous les termes techniques et les inscrivit phonétiquement. Les symboles chimiques n'étaient pas son fort. « Parfait, » reprit joyeusement la voix. « J'attends de vous une excellente thèse à votre retour. Et attention aux sorkines.
mon cher. Il y eut un rire, puis le déclic indiquant qu'on avait raccroché. Fletcher attendit un moment avant de raccrocher à son tour, puis il se mit à se ronger l'ongle du pouce. Il appela ensuite la compagnie de téléphone et posa certaines questions. On lui promit qu'on vérifierait sa ligne. Mais à vrai dire, il commençait à se dire qu'on ne trouverait rien d'anormal. Le terme de voyage d'études avait orienté ses pensées dans une nouvelle direction. Il réexamina l'équation sans la comprendre. Peut-être que... Il s'habilla distraitement, avala son café et se rendit au bureau. À midi, il s'arrangea pour déjeuner avec le docteur Sautil, un technicien employé par une importante compagnie commerciale qui avait un contrat avec l'agence de publicité. Sautil était un homme maigre, aux cheveux grisonnants, aux yeux bleus et scrutateurs. « D'où tenez-vous ça ?» s'enquit-il en voyant l'équation. « La question n'est pas là. Ce que je voudrais savoir. » Sautil étudia les termes de l'équation. « Mais c'est ridicule, on ne peut pas, c'est impossible d'obtenir ça. » Il se mit à parler de périodes radioactives et de propriétés des alliages, se lançant dans un jargon qui laissa Fletcher pantois. « Ça ne veut rien dire ?» demanda-t-il enfin. « Non, tout au moins, je pense que non. Écoutez, j'aimerais quand même l'emporter. Il faut que je consulte quelques références. Après tout, ça pourrait avoir une signification. » « Copiez-la, suggéra Fletcher. Et Sautil s'exécuta. Ainsi prit fin la discussion. Le journal indiquait que les cours de Transtil étaient à 27h30, ce qui ne signifiait pas grand-chose non plus. Fletcher se désintéressa de la question. Il négocia un rendez-vous avec Cynthia et oublia toute l'affaire, jusqu'au moment où il rentra chez lui à l'aube du lendemain. Il était dans un état d'ivresse avancée, mais le remède miracle y mit bon ordre une nouvelle fois. Il mit la radio tout en se déshabillant. Un bulletin d'information annonçait « Au domicile du docteur Andrew Sautil, chimiste spécialisé dans la recherche. La maison a été entièrement détruite par l'explosion. Tous les occupants ont été tués. » Fletcher éteignit la radio et s'assit sur son lit, les yeux dans le vague, jusqu'au moment où le téléphone sonna. La voix semblait préoccupée. « Je n'ai guère de temps. Daki a des ennuis. J'ai su ça quand son conditionnement psychologique s'est effondré. Comment ? Oh, en falquant les Sorkins, naturellement. Bref, il est bon pour flanquer sur un bûcher, à moins que... C'est bien lui qui a voulu choisir l'Inquisition espagnole pour son diplôme. Nous pourrions nous contenter de le ramener à notre époque, mais cela entraînerait pour lui une mauvaise note. Je vais tâcher de le tirer de là par un autre moyen. » Silence. Fletcher attendit en proie à des sueurs froides. « Non, ce n'est pas important. Au fait, et là, Transtil. » « Hein ?» Ma foi, 15 000. C'est une bonne somme à cette époque. Comment ? Les paris électoraux, oui, je sais, c'était une coutume entrée dans les mœurs en ces temps-là. Un instant, j'ai la référence ici. Ce sera Browning, le prochain président. Mais attention quand même à ne pas gagner sur toutes les mises que vous ferez. Il faut surtout passer inaperçu. Rappelez-vous que vous serez noté aussi sur la discrétion avec laquelle vous vous serez introduit dans le cadre sociologique. Une pause. L'exhibitionnisme n'a pas été déplacé à cette époque. Vous pourriez vous arranger pour perdre un pari électoral, juste à titre de sécurité. Nouveau silence, puis un rire. Parfait. Marchez comme ça vous rendra intéressant de monter à cheval dans le vestibule du Waldorf Astoria. Vous apprendrez à connaître les excentricités normales de l'époque, et ce n'est rien à côté de certaines autres. Je voudrais vous voir en 1986, au moment de la folie des suicides. Bon, allez-y, et faites votre pari. Fletcher humecta ses lèvres. Sa tête recommençait à lui faire mal. Quand la voix, après un autre silence, se remit à parler, le sujet avait apparemment changé. À merveille. L'embryon Coris poursuit son développement. Il sera viable dans 2 mois. Un jour, il faudra que vous rencontriez sa mère. Autrefois, elle venait à l'incubateur chaque semaine, avant d'être affectée à la météo polaire. Allez, Coris,
il faut que je vous quitte. Je dois m'occuper de Daki. Bonne chance, mon garçon. Un déclic. Fletcher alla dans la cuisine, trouva une bouteille de whisky et en pompa avidement plusieurs rasades au goulot. S'appuyant contre l'évier, il en toucha le rebord froid sous sa paume. C'était un contact solide et rassurant. En un sens, c'était là le pire. Quand il se produit un tremblement de terre, on peut s'attendre à tout, mais pas que le sol est ferme sous vos pieds. Le président Browning, 15 000 $ de gains sur la Transtyle. Où était Corris? Et à quelle date se trouvait-il? Quand Fletcher se rendit au bureau, il était plutôt contracté. Il n'avait pas voulu se servir du remède anti-gueule de bois. L'alcool lui servait d'amortisseur contre la panique qui aurait pu le gagner. Il esquissa quelques croquis, sans se donner la peine de les exécuter. Le temps passa sans qu'il eût conscience de sa durée. Finalement, Cynthia Dell fit son apparition, coiffée d'un petit chapeau excentrique. Elle eut l'air surpris en le voyant. « Vous êtes un bourreau de travail, Jerry, » dit-elle. « Vous ne rentrez pas chez vous ?»« Je ne peux pas, » répondit Fletcher. « J'ai felqué les sorkines. »« Essayez de les mélanger avec de l'eau gazeuse, » suggéra Cynthia. Il posa sa main à plat sur son bureau et la fixa avec un regard de hibou. « Je n'en ai pas, mais j'ai une bouteille dans le tiroir. Vous voulez boire un verre ? » ?»« Non, pas sec. » »« Alors épousez-moi. Nous pourrons aller rendre visite à l'embryon Fletcher chaque dimanche. »« Vous avez vraiment besoin de quelque chose, » déclara Cynthia en faisant lever Fletcher et en le poussant hors de la pièce en direction de l'ascenseur. « Quelque chose de violent et de radical. Vous avez le choix entre une tournée dans un bar et un bain turc. Si vous optez pour la seconde solution, je vous préviens seulement que vous serez privé de ma compagnie. »« Vous comprenez ?» articula Fletcher, la bouche raide. « Le docteur Sawtile a sauté avec toute sa famille. Ils sont tous morts et j'ai l'équation dans ma poche. Je suis aussi un meurtrier. » Il développa ce sujet devant un plein verre de rye whisky. Le barman, un homme expérimenté, y avait plongé un bâton de réglisse. Aussi Fletcher devint-il peu à peu plus cohérent. Cynthia sortit du halo vague où elle se tenait et devint à nouveau elle-même, charmante et l'œil lucide. « J'ai rappelé la compagnie des téléphones aujourd'hui, » expliqua Fletcher. « Il n'y a rien d'anormal, rien en tout cas qui relève de leurs compétences. »« Donc on vous a fait une blague ?» Le docteur Sawtile, si on pouvait rassembler ces morceaux, ne serait pas de cet avis. Regardez. Fletcher alluma une cigarette et se servit de l'allumette pour faire brûler un bout de papier. Voilà l'équation qui s'envole en fumée. J'ai peur maintenant de la conserver. La voix a dit qu'il s'agissait d'un produit dangereux sans contrôle, mais le type n'a pas précisé en quoi consistait le contrôle. Le type ? Bien sûr, un petit homme avec une grosse tête comme une citrouille. Il vit dans l'avenir, j'ai tout pigé. C'est un professeur d'université, il envoie ses élèves en voyage d'études dans le passé. Et il leur téléphone à travers le temps. Ils doivent avoir une méthode pour faire un branchement sur une ligne téléphonique ordinaire. Mais il y a eu un pépin. 2 lignes se sont mélangées et je peux entendre la moitié de la conversation. J'entends la voix de l'avenir, mais pas celle de Corris. Vous êtes sourd ? Je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez, affirma Cynthia, mais son regard était troublé. Corris, poursuivit Fletcher, se trouve à une époque où un nommé Browning se présente aux élections présidentielles, où d'ailleurs il sera élu. C'est pourquoi le coup de la Transtyle n'a rien donné avec moi. Corris est quelque part dans le futur, peut-être en 1980 ou 90, ou encore plus tard. Je ne sais pas exactement quand. Connaissez-vous un politicien du nom de Browning ? Je connais un poète appelé Browning, répondit Cynthia. Mais lui, il vivait dans le passé. Qu'est-ce que je devrais faire à votre avis ? Demander à changer de numéro de téléphone. Vous comprenez, j'ai en même temps peur d'agir et peur de ne rien faire. Je suis branché en ligne directe sur le futur. C'est une occasion extraordinaire qui ne s'est jamais produite auparavant. Je devrais être capable d'en tirer $1 million, d'écrire un livre, je ne sais quoi. Faites breveter cette formule contre la gueule de bois.
C'est trop limité, il m'est impossible de poser des questions. Je dois me contenter d'écouter ce que dit la voix. Je ne peux pas non plus remonter jusqu'à Coris, puisqu'il est lui aussi dans le futur. Si je n'avais pas bu, je serais moins logique. Mon scepticisme prendrait le dessus. Mais je ne vois pas pourquoi je ne croirais pas à Coris et à la voix, alors que je vois ce papier peint en train de ramper le long du mur pour monter à l'assaut du plafond. Tout cela est très subjectif, fit observer Cynthia. Alors quoi faire? Elle médita en faisant tourner son verre entre ses doigts. Si je vous croyais, ce qui n'est pas le cas, je dirais que la logique de l'histoire exige certains développements. Vous savez, les règles de la progression dramatique. Par exemple, la voix se rend compte que vous êtes en train de l'écouter. Elle anime le téléphone qui s'enroule autour de votre cou pour vous étrangler. Rien que ça? S'exclama Fletcher. Ou encore, elle envoie Coris dans le passé pour vous tuer. Mais je n'ai rien fait. Tenez, j'ai une autre idée. En 1980, la voix vous téléphone et vous vous appelez Coris. J'ai horreur des paradoxes, déclara Fletcher fermement. Tout cela n'est pas une histoire imaginaire, je le regrette bien, car au moins je saurais quoi faire. Mais dans la vie, on tâtonne et on n'est pas sûr de soi. Recevoir des coups de téléphone en provenance du futur, moi, je n'ai pas été préparé à ça. Ou bien alors, fit Cynthia les yeux brillants, vous êtes réellement Coris, mais vous êtes amnésique. Et c'est bien à vous que parle la voix, même si vous n'en avez pas conscience. Du calme, taisez-vous, je vais recevoir un autre coup de fil demain matin. N'y répondez pas. Facile à dire, rétorqua Fletcher méprisant. Puis un silence s'ensuivit. En fait, reprit-il finalement, j'ai l'impression que pour nous, le futur est une chose abstraite, que nous admettons en tant que telle. Nous croyons au progrès scientifique, mais nous savons qu'il viendra graduellement. Mais quand il nous tombe dessus d'un bloc, nous le refusons. Vous avez peur? Oui, avoua Fletcher. La tentation est trop grande. Je pourrais avoir envie de recopier une équation, l'expérimenter et me retrouver changé en une boule de protoplasme. Il y a trop de facteurs que j'ignore et je ne tiens pas à être victime de cette ignorance. Alors je ne veux pas plonger mon nez là-dedans. Lors des faits, il eut un ricanement. Je sais en quoi il se change dans les contes, mais je connais la solution. Je ne prendrai jamais de ce qui pourra être mis à ma disposition. Je ne tricherai pas, je ne ferai qu'écouter. Il n'y a pas de mal à cela. Et si la voix fait allusion à votre mort? Je sais bien que je dois mourir un jour, je suis prêt. La mort et les impôts sont deux choses certaines, sauf que l'existence de l'une exclut celle de l'autre. Non, je suis tranquille en tant que je me tiens dans mon coin en me contentant d'écouter, sans essayer de conquérir le monde ou de construire un rayon de la mort. Il ne peut rien m'arriver. Ça me rappelle l'histoire du gars qui avait pris un raccourci à travers une forêt hantée le soir du jour des morts, dit Cynthia. Il pensait qu'il avait toujours fait le bien et que si les démons s'emparaient de lui sous prétexte qu'il était dans la forêt, c'était qu'il n'y avait pas de justice. Et puis, il entendit derrière lui une voix qui disait « Il n'y a pas de justice ». C'est tout, conclut Cynthia jovialement. « Je ne cours aucun risque », déclara Fletcher. « Et de toute façon, je n'ai pas ajouté foi à une seule de vos paroles. Mais comme tremplin pour l'imagination, c'était intéressant en tout cas, dit Cynthia. Venez régler l'addition et allons dîner quelque part. » Oui, il ne risquait rien. Il n'avait recopié aucune des instructions ou équations dictées par la voix à Coris. Quelque part dans un futur abyssal et brumeux, la voix vivait au sein de son monde inimaginable, un monde où l'on se penchait sur des cartes temporelles comme aujourd'hui sur des cartes routières. Il y avait des bébés éprouvettes, une université assez incroyable et une station de météo polaire. Et Daki, l'étudiant tombé aux griffes de l'Inquisition espagnole, en avait été tiré par l'intermédiaire d'un dispositif que la voix au passage désigna sous le nom de Yoflek, ce qui n'eut guère pour effet de renseigner Fletcher. L'intérêt de celui-ci était devenu purement impersonnel. C'était volontairement qu'il le confinait dans ses limites. Cela le soulageait considérablement de savoir qu'il ne serait pas tenté d'arracher au futur quelque secret imitant l'exemple de l'infortuné docteur
Saut-il? Pour la mixture destinée à soulager les cuites, il avait hésité. La chose semblait assez inoffensive. Mais après tout, Fletcher ignorait les éventuels contre-coups qu'elle pouvait provoquer chez un homme de son époque. Aussi, détruisit-il la recette et chassa-t-il de sa mémoire les ingrédients? Cependant, il suivait la carrière de Corys avec intérêt. Ces flashs venus de l'avenir, c'était somme toute assez fascinant. Se rappelant la mise en garde de Cynthia, il s'était à demi attendu à ce que la voix mentionne la mort d'un nommé Jerry Fletcher, à la suite par exemple d'un accident quelconque. Mais rien de ce genre ne se produisit. La logique dramatique était mise en échec. D'ailleurs, pourquoi aurait-il dû arriver quelque chose de fâcheux? Il n'intervenait pas, il ne s'immisçait en rien dans les affaires du futur, il se contentait d'être spectateur. Le spectateur d'une pièce de théâtre ne se fait pas tuer par les acteurs. Ce n'était même pas comme une pièce. C'était comme un film. Un film dont les interprètes étaient séparés de lui par des distances temporelles. Néanmoins, il prenait garde maintenant à ne jamais interrompre la voix et prenait la précaution de décrocher et de raccrocher très doucement le récepteur. Les choses continuèrent ainsi durant 1 mois. Finalement, il apprit que Corys s'apprêtait à retourner à sa propre époque. Son travail sur le terrain était terminé. Entre-temps, le président Browning avait été élu. L'équipe des Dodgers avait remporté la Coupe de baseball. Une base de fusée avait été établie sur Mars. Fletcher s'interrogeait sur la date correspondant au séjour de Corys, 1980, 90 ou plus tard. Cynthia refusait obstinément de lui rendre visite et d'écouter la voix. Elle maintenait qu'il s'agissait d'une perche tendue à l'imagination et de rien d'autre. « Mais c'est quand même un peu trop gros pour être convaincant », ajoutait-elle. Pourtant, Fletcher avait l'impression qu'elle était moins sceptique qu'elle ne l'avouait. De toute manière, il ne se préoccupait pas. L'affaire allait bientôt prendre fin, son travail au bureau n'en avait pas souffert. Il avait même de l'avancement et une augmentation en vue, et son hypocondrie était tombée à un stade latent. Il trouvait toutefois suspecte son sentiment de bien-être et à titre préventif avalait des pilules vitaminées, mais cela n'arrivait pas fréquemment. Il n'avait pris note d'aucune des paroles prononcées par la voix. En un sens, c'était quelque chose de tabou, comme quand on évite de marcher sur les raies des trottoirs, pour ne pas qu'il pleuve. « Il doit partir maintenant », annonça Fletcher à Cynthia un soir, à dîner. « Qui ? Corys, bien entendu. » « Bravo, c'est comme ça, vous allez arrêter de parler avec lui, à moins que vous ne vous mettiez une nouvelle araignée au plafond. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Un lutin apprivoisé? Je n'ai pas les moyens de me le payer, ricana Fletcher. Pourtant, on dit qu'ils ne boivent que du lait. Mais je suis sûr que le mien sera au régime sec. Ce poulet chasseur est délicieux, fit Cynthia, changeant de sujet. Si vous promettiez de me nourrir aussi bien, je pourrais reconsidérer mon refus de vous épouser. C'était le plus grand gage qu'elle eût donné jusque-là. Fletcher se sentit transporté au 7e ciel. Plus tard, sur un jardin en terrasse, ils s'arrêtèrent de danser pour s'accouder au parapet et contempler la grande ville scintillante. L'immensité de la nuit semblait accrue par les lumières en contrebas. Une base de fusée sur Mars, dit Fletcher songeusement. Une brise fraîche vint effleurer sa joue. Il entoura Cynthia du bras et la serra contre lui. Il éprouvait du soulagement tout à coup à l'idée qu'il n'avait pas marché sur les raies du trottoir, qu'il n'avait pas pris de risque. Ce futur inconnu présentait un danger précisément dans la mesure où il était inconnu, et ce danger pouvait être tout proche. Ici, à l'instant même, 2 pas pouvaient le mener au sommet du parapet, et de là, dans le vide. Heureusement, c'était le genre d'acte contre lequel les hommes sont conditionnés. « Il fait froid, dit-il. Rentrons, Cynthia. Ce n'est pas le moment d'attraper une pneumonie. » Le téléphone sonna. Fletcher s'était réveillé ce matin avec une nouvelle migraine, sans doute encore due à l'excès de boisson. Il déposa sa cigarette dans un cendrier et souleva doucement le récepteur. Peut-être était-ce le dernier appel. La voix déclara « Tout est prêt, Corys ?» Un silence.
Dans une demi-heure alors? Mais pourquoi êtes-vous en retard? Autre long silence. Ah bon, vraiment? Je vais prendre note de ça. Mais les névroses étaient courantes à cette époque. Il y en avait une trace chez l'embryon Coris, mais nous l'avons éliminée. À propos, sa mère est en congé. Vous pourrez la voir dans quelques heures. Pour en revenir à cet homme, vous dites qu'il savait qui vous étiez? Silence. Je ne vois pas comment il pouvait vous connaître, et encore moins vous avoir repéré. S'il était aussi incohérent que vous le dites, il aurait dû être interné en maison de santé. Comment s'appelait-il? Silence. Fletcher. Gérald Fletcher. Je vais vérifier, mais je suis sûr que nous n'avons aucune trace de ce nom. Ce n'est pas l'un des nôtres. Dommage. Est-ce qu'il se serait échappé d'un asile ou bien... Oh, je vois. Bon. Il est en de bonnes mains maintenant, je suppose. Oui, une clinique psychiatrique, c'est le nom qu'on employait à cette époque. Votre travail de recherche n'a pas couvert le domaine médical, si on peut employer un tel mot. Vraiment curieux qu'il ait su qui vous étiez. Je n'arrive pas à comprendre. Silence. Il vous a appelé par votre nom? Le vrai, celui de Coris? Vraiment? Mais enfin, comment pouvait-il savoir? C'est réellement très intéressant. Quand a-t-il fait son apparition? Silence. Beaucoup de monde. Oui, naturellement. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à cheval au Waldorf Astoria. Mais je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'empêchement. En ce temps-là, les paris électoraux donnaient lieu à toutes les excentricités. Bon, vous dites qu'il vous a littéralement jeté à bas de cheval et qu'il vous a appelé par votre nom. Excessivement curieux. Bien sûr, il était fou, mais comment savait-il? Ça ne pouvait pas être de la perception extrasensorielle, non? Il n'existe aucune preuve que les fous aient d'autres facultés que... Et qu'avez-vous découvert à son sujet? Silence. Je vois. Un simple syndrome d'anxiété au début. Quelque chose le tracassait. La peur du futur, peut-être. C'était banal dans ce genre de cas. Les docteurs ont dit... Oh, alors il s'était bien évadé d'un asile? Ce genre de maladie était intéressant. De simples crises d'hypocondrie au départ basées sur une tendance aux migraines ou à une quelconque indisposition. Et avec le temps, ça se transformait à la longue en une véritable psychose. Quel âge avait cet homme? Toujours le vide bourdonnant du téléphone, rempli de silence. Puis... Typique à cet âge-là. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est dommage. L'homme est fou sans rémission. Il serait intéressant de savoir ce qui l'a fait dévier à l'origine. Je ne vois pas quel souci pourrait être assez grand pour mener un homme de cette époque et de ce genre irrémédiablement à la folie. D'accord, comme vous l'avez dit, tout cela provient souvent d'un fond hypocondriaque, mais pourquoi avait-il à ce point la certitude qu'il était destiné à devenir fou? En fait, être convaincu qu'on va perdre la raison et ruminer cette pensée, cela suffit pour y arriver. Enfin, nous reparlerons de tout cela plus en détail. Dans une demi-heure, d'accord? Silence. Parfait, je suis content que vous n'ayez pas felqué les sorkines, mon garçon. La phrase s'acheva par un rire jovial et un déclic indiqua qu'on avait raccroché. Fletcher regarda ses mains s'éloigner de lui et reposer le récepteur. Il commença à sentir les murs se refermer sur lui. En direct avec le futur est une nouvelle de Lewis Padgett, extraite du recueil Histoire fantastique de demain, 15 récits de science-fiction choisis et présentés par Alain Dorémieux, publiés aux éditions Casterman. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.